tunapima, tuko napima shie wote, tuko napima, tukitoke pale tunabeba hii shie wote mkono ya droite, tuende parijiba ya huku droite, tunapima, tukiishe muma kwa hapa. Comment l'aventure de Keep Abreast en Afrique a commencé? Oh my goodness, ask Lorraine. Pour Keep Abreast, la fondation, elle a commencé en 2017. Moi, j'ai toujours rêvé de faire de l'humanitaire. Quand j'ai fait mes études d'infirmière, c'était dans l'idée de faire de l'humanitaire. Et je pense que ma carrière, entre guillemets, de photographe, elle a été aussi inspirée par des photographes de terrain. En fait, je suis née en 75 et les années de mon adolescence ont été marquées par des drames humains. Et donc, les actions humanitaires ou la naissance de Médecins sans frontières, ça faisait souvent la une quand même des journaux. Et à Médecins sans frontières, c'est l'état d'urgence. Aujourd'hui, c'est la Somalie qui a besoin d'aide. Korem, l'un des 4 camps ouverts en Éthiopie par Médecins sans frontières depuis février 84. In Ethiopia, 7 million people are threatened by starvation. This place, say workers here, is the closest thing to hell on earth. À l'époque, on se souciait de ce qui se passait sur le continent africain notamment. Il y avait aussi cette chanson là emblématique, We Are the World. Ça a sans doute développé une sensibilité particulière pour le continent. Enfin, j'ai travaillé comme infirmière, j'ai travaillé comme photographe également, et finalement, c'est aux États-Unis que j'ai rencontré la fondation Keep Abreast, qui m'a permis de développer des programmes internationaux. Lorraine ended up moving to California for a while. And when she was there, we actually got to know each other really well. And we realized we were so similar in so many ways with our values and our sensibility. And she really understood how life was in California, which led us to sometimes fighting with our cultural differences, but ultimately we had a lot of respect for each other and we were really able to form a working relationship that's lasted so many years. Keep Abreast started growing globally quickly. We had opportunities all over the world to bring our message, and we had partners all over the world. And while Lorraine was focusing on growing our programs in Europe, I was focusing on doing programs and art exhibitions in Japan and Chile. 2013-2014, c'est un peu un virage en fait pour la fondation, puisque Shaini, la fondatrice, prend conscience de la portée que peuvent avoir les actions de l'organisation et du besoin de développer les programmes, le côté plus santé. Alors on avait déjà une appli dans différentes langues et grâce à cette application, on avait accès à des chiffres, à du data. Et en décortiquant un petit peu d'où venaient les téléchargements, on s'est rendu compte qu'ils venaient de pays où on n'était pas forcément présent physiquement, alors qu'on avait mis l'application disponible dans des langues où on avait déjà des antennes, des gens qui travaillaient avec nous. Donc on s'est rapidement rendu compte qu'en fait, les utilisateurs de l'application, ils étaient aussi bien en Afrique subsaharienne qu'au Maghreb, qu'en Asie, qu'en Europe de l'Est. Donc on a décortiqué le data, on a décortiqué les besoins et petit à petit, on a eu de plus en plus d'utilisateurs jusqu'à atteindre 100 000 utilisateurs de l'application dans le monde. Et l'autopalpation devient vraiment notre cheval de bataille. On devient la première organisation internationale à faire la promotion de l'autopalpation. Don't forget to check your breath. As Keep Abreast started growing globally and doing events and education programs worldwide, Lorraine and I were always scheming. Pour moi, c'était vraiment bien de voir qu'on avait cet impact international. Mais la clé, c'est quand même de pouvoir être en interaction localement. Et donc j'avais un truc dans ma tête là, que je répétais tout le temps et je pense que ça plaisait pas mal à Shaini à l'époque, ou en tout cas ça lui a donné une idée de la vision que j'avais pour l'organisation. C'était Think Global. Act locally, and it's one of the things that we still do today. We focus on our programs locally, but we have an understanding that our mission is also very global.
C'était vraiment, bon bah oui bien sûr, on va mettre nos outils à disposition dans le monde entier. Par contre, il faut une action locale, il faut une action qui réponde à un besoin en fonction de la culture, en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Et c'est ce que j'ai gardé en tête, je crois, on est en 2024, donc ces 10 dernières années, et sans doute ce qui nous a amenés ici aujourd'hui. Donc là, je vais vous raconter l'histoire de Keep a Rest en Afrique. It's super important to have a point person for all your international work. And we get emails and requests almost every day for our education materials. So for us, Lorraine is that point person. Whenever we get a request, it just goes straight to her. Un jour, les États-Unis me transmettent une demande qui arrivait d'une jeune femme qui s'appelait Sam. Elle vivait au Kenya, elle était jeune, je crois qu'elle avait même pas 30 ans. Et elle était pleine d'énergie, très demandeuse, très volontaire, une sacrée personnalité. Et elle voulait organiser une journée de sensibilisation au cancer du sein dans son village. Donc on lui a envoyé du matériel éducatif, on lui a envoyé des t-shirts, elle en demandait toujours plus de toute façon. Donc on a envoyé beaucoup de choses, vraiment, je me revois à la poste avec d'énormes cartons. Et elle s'était prise bien en avance, elle était super bien organisée. Et après qu'on ait eu cette manifestation, elle m'a envoyé des photos de l'action. Et je me souviens très bien notamment d'une photo où elle me disait « Tu vois la grosse bonne femme là ? C'est moi ». Et je n'avais jamais entendu sa voix, mais de la lire comme ça, j'avais l'impression qu'on était déjà très proches. Et on a travaillé ensemble comme ça pendant un certain moment parce qu'en fait, elle voulait constituer dans son village une maison des femmes où elle faisait de la sensibilisation au cancer du sein. Et elle voulait tout savoir sur le cancer du sein. Elle m'envoyait des listes de livres que je devais lui acheter sur Amazon, c'était des livres en anglais, on communiquait en anglais, pour lui envoyer chez elle. J'avais des livres partout chez moi, je les envoyais quasiment toutes les semaines. Et on a communiqué comme ça pendant un moment. Au fil du temps, j'ai compris qu'elle avait un cancer du sein elle-même, qu'elle était prise en charge plus ou moins par une ONG ou une fondation qui lui avait offert une partie du traitement, je crois, mais je me demandais bien comment cette petite bonne femme du fond de son village pouvait aller se faire soigner, où est-ce qu'elle allait se faire soigner. Bon, c'était la première demande qu'on a eue sur le continent africain, avérée. Et je crois qu'elle m'a marquée. Elle m'a vraiment marquée parce que Sam, au bout d'un moment, elle n'a plus répondu au message. Et les livres ne m'étaient pas retournés, mais elle ne demandait plus de livres. Et Sam, elle était hyper insistante. J'avais des messages d'elle quasiment tous les jours. Le jour où elle a plus répondu, je me suis demandé ce qui se passait. Je me suis dit qu'il pouvait y avoir des troubles dans son village, qu'il pouvait y avoir, je sais pas, plus de connexion ou plus quelque chose, mais les mois ont passé. Et puis un jour, finalement, j'ai reçu un message d'une de ses amies, enfin j'ai compris qui c'était exactement dans le message, mais qui m'apprenait que Sam était décédée. Et le message, il était très clair. Hein. Sam est morte. J'avais un peu de mal à le croire. Je crois que j'avais jamais été saisie comme ça par une réalité. En tous les cas, professionnellement. À titre personnel, oui, mais pas dans un lien comme ça. On essayait de construire quelque chose et tout s'effondrait parce qu'elle était décédée, il n'y avait personne qui prenait le relais. Et j'ai compris qu'en fait, cette femme qui m'écrivait était le grand amour de Sam. Qu'elle ne pouvait pas vivre leur union de manière ouverte. Mais je crois que ça lui a fait du bien de pouvoir me l'écrire. On n'imagine pas les challenges que ces femmes vivent dans ces pays. Mais enfin, ça nous fait mesurer la chance qu'on a. Voilà. C'était Sam. Quelque temps après, alors là on est en 2019, je reçois un message
une demande pour avoir, pareil, du matériel d'autopalpation. C'était cette fois en République démocratique du Congo, mais c'était pour couvrir le territoire de la Zambie et de la Tanzanie. C'était un humanitaire, il travaillait avec d'autres ONG. Son ONG à lui, c'est Cœur pour tous. Il a signé sa longue lettre qui était très, très bien écrite, aussi un peu protocolaire. Il l'a signée par son prénom. Et son prénom, c'était Sam. Alors évidemment, je n'ai pas pu dire non. Et pourtant, il demandait beaucoup. Lui, il demandait 80 000 cartes d'autopalpation. Il lui a fallu quelques années pour distribuer toutes ces cartes. Il intervenait avec médecins, sages-femmes, avec des volontaires, des bénévoles aussi. Et ce qui était vraiment bien, c'est comme, bien sûr, c'est un local, il intervenait dans les endroits où les femmes se regroupent, dans les endroits où ça fait vraiment du sens de les sensibiliser. Donc il est allé dans les églises, il allait sur les marchés et il allait dans les lycées. Ça a duré 2 ans comme ça, où il a travaillé par lui-même et j'étais vraiment impressionnée par le travail qu'il arrivait à faire. Je voyais bien le volume de personnes qu'il arrivait à sensibiliser chaque semaine. J'avais l'impression qu'il y avait quand même un décalage en fait entre le matériel qu'on produisait nous, qu'on donnait, qui avait beaucoup de textes quand même, et la manière qu'ils avaient de transmettre la sensibilisation, à savoir par voie orale. Donc je me suis mis en tête d'y aller et de voir comment on pouvait développer vraiment nos actions sur le continent africain en respectant le plus la culture locale. Donc en 2020, entre 2 ouvertures d'aéroports, en fait même pas. Comme c'était une mission humanitaire, j'ai pu sortir de la France et rejoindre le Congo. On est en RDC à Lubumbashi. J'ai été accueillie par l'association. Alors là, bon, c'était un moment tellement émouvant. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Ok, Merci à tous. keep it blessed et careful. Tous les enfants de Sam, ils étaient beaucoup plus nombreux que ce qu'il m'avait dit au début. Il m'avait dit j'ai 3 enfants. Bon, en fait, ils étaient 7 ou 8 à accueillir avec les membres de l'association Cœur pour tous. Et je venais pour rencontrer les institutionnels, l'OMS, le ministre de la Santé, le ministre des Femmes, et voir comment on pouvait pérenniser nos actions, quelles étaient les véritables ressources du pays, et comment développer les actions de sensibilisation dans le pays. Et je suis allée sur le terrain avec Sam. Je l'ai accompagné pour voir comment il sensibilisait, comment les personnes réagissaient. Il y a un tel fossé entre notre manière d'être prise en charge et la leur que j'étais un petit peu perdue au début, à me dire mais ce qu'on fait c'est vraiment une goutte d'eau. Évidemment c'était une goutte d'eau. Mais en même temps si on ne le faisait pas, il n'y avait rien quoi en fait. Il fallait déjà travailler sur l'image qu'avaient les femmes et la communauté sur le sein, sur le cancer du sein. Ça m'a amené dans les villages avec lesquels il avait l'habitude de travailler. Et donc on avait passé toute une journée dans des groupes de femmes travailleuses à les sensibiliser. Ce qui revenait constamment, c'était la parole liée en fait. Enfin, que les femmes n'osaient pas parler et que les femmes qui avaient des problèmes mammaires étaient rejetées. Si elles avaient eu un problème au sein, c'est parce qu'elles étaient damnées en fait. Si elles arrivent à en parler, qu'elles arrivent à dire qu'il y a quelque chose, qu'elles ont un problème au sein, il n'y a pas de ressources. Le mammogramme, il est à Kinshasa, donc c'est à des milliers de kilomètres de là. Il n'y a pas de prise en charge des soins de santé. Donc en fait, on sensibilisait à l'image que pouvaient avoir les femmes de leur corps, à la bonne connaissance de leur poitrine, en sachant très bien que derrière, il n'y avait pas de prise en charge possible, ou très difficilement. Les réponses à leurs problèmes de santé, les femmes, elles les trouvent dans ce qu'on appelle ici, enfin là où je suis aujourd'hui, la tradithérapie. Donc elles vont voir les guérisseurs du village tout simplement. Et je me souviens très bien quand j'ai rencontré un guérisseur dans un petit village pour lui demander comment il prenait en charge les problèmes de santé mammaire. Ah bah c'est pas compliqué hein.
À partir de ces produits, le sein va changer. On peut voir ça. Si tu coupes, tu vas voir, ça sort comme le sein. Il y a le liquide, un liquide blanche. Quand on est rentré vers le véhicule, on marchait sur des feuilles, hein, et à un moment il prend une feuille et il me la montre, il me dit tu vois c'est ça le traitement contre le cancer. Alors bien sûr hein, tous nos traitements sont à base de plantes, mais je pense qu'il y a quand même quelques étapes indispensables avant que cette petite plante devienne un traitement anti-cancer. Plus on avançait en fait dans les jours, plus on avançait dans la réflexion, plus je comprenais que ce qu'il fallait avant tout, vraiment, c'était briser les tabous. C'est la première étape en fait, avant de pouvoir imaginer soigner, avant de pouvoir imaginer sensibiliser à un geste, à l'autopalpation, il faut briser les tabous. Et ça, c'est pas nous, blancs, qui arrivons en Afrique, qui pouvons le faire. Il faut vraiment que ce soit des gens de la population locale. Donc c'est là qu'est née vraiment l'idée de développer mes relations avec ce SAM, qui m'avait introduit avec le pays, et mener ces discussions-là. On était en 2020, on est en 2024 et maintenant ça fait 4 ans que Sam fait un travail extraordinaire avec Keep a Breast en Zambie, en Tanzanie. Il a sensibilisé énormément de femmes. Voilà, même aujourd'hui on a des utilisateurs de l'application en Afrique subsaharienne. Mais Sam est entouré de volontaires, d'ONG. Lui seul peut sensibiliser le public. Donc la question, c'était comment on peut étendre ce type de sensibilisation. Je n'avais pas encore trouvé la bonne formule. En 2020, je n'avais pas encore trouvé. En parallèle de ça, il y a eu un mouvement aux États-Unis que Shaney a vraiment voulu suivre et soutenir, c'est le Black Breast Matter. Donc l'impact des campagnes en fait, de sensibilisation au cancer du sein sur les femmes de couleur noire, il est moindre. C'est beaucoup d'organisations menées par des Blancs avec des supports de communication pour les Blancs qui sont développés. Back in 2020, during the pandemic, Shaney was organizing a Keep a Breast cast exhibition in Nashville. She had this powerful idea. She wanted to create a fund that would give $500 cash grants to women of color affected by breast cancer. No strings attached. Hi, my name's Angela. My name is Ebony. My name is Ronnie Zenon. I'm Alexa. I was diagnosed when I was 30 years old. I was diagnosed at age 43. I was diagnosed with breast cancer at 25. She even made a 5-year commitment with funds and resources from Keep a Breast to invest and truly support BIPOC women. It was really important to her that we give something tangible, something meaningful, without asking for anything in return or putting pressure on the women to prove how they used it. It was about trust, respect, and genuinely standing by these women. Thank you. Thank you. Thank you. The Give Back Grant was born. I asked the Keep a Breast Board of Directors to approve a motion to grant funding for 5 years to support this program and get it off the ground. When I realized it was legit, I'm like, oh my God, I got this grant. Oh my God, this is so cool. That first year, Keep a Breast gave 16 grants to Black women in Tennessee. But Shaney knew that that wasn't nearly enough. She wanted to do more, and like they say, when you're on the right path, the universe steps in. We got a message from a foundation that believed in what we were doing and wanted to support us. After just one interview and some paperwork, they gave us $100,000 to expand the program, enough to help 200 women. At first, we weren't sure if there'd even be enough interest to reach that many, but we kept pushing forward, and now each year, more and more women applied.
So far, we've awarded over $350,000 in grant funds to more than 1,000 survivors across all 50 states. Chénie a créé plus qu'un programme, elle a créé un mouvement, une communauté. Ces femmes, pour nous, c'était nos super-héros. On a célébré leur courage, leur combat, leur beauté. Pour moi, elles étaient toutes ma Sam. When I officially joined the team, I didn't even realize that Keep Abreast had been doing humanitarian work in Africa since 2017. Finding that out made me even happier to be a part of this foundation. It's not just about helping survivors here in the US. We've committed to uplifting marginalized people around the world. It really hit me that Keep Abreast is about doing the real work, going where help is needed most, and making a lasting difference. Donc on a commencé à voir vraiment à nouveau pour cette nouvelle version de l'application Keep Abreast des femmes qui téléchargeaient, ou des hommes d'ailleurs on ne sait pas, dans le monde entier. On avait différentes langues, 3, français, espagnol, anglais, mais la représentation de la femme dans notre application, donc pour faire les étapes de l'autopalpation, elle était pas très identifiable en fait, si bien que c'est pas tout le monde qui pouvait s'identifier à ce personnage-là. On s'est dit, avec Chénie, il faudrait qu'en fait, on ait un artiste qui travaille sur les visuels de cette application pour qu'on sente vraiment qu'on respecte autant que possible chaque culture, enfin, en tout cas des origines différentes. Et on a regardé un peu les artistes qu'il y avait. J'avais envie de travailler avec une artiste française, pas parce que j'étais française, mais déjà parce que je supervise l'appli et aussi parce qu'on a beaucoup de téléchargements en France. Et après, on a lancé un concours sur les réseaux pour que nos followers, comme on dit maintenant, choisissent qui serait l'artiste qui pourrait dessiner, créer les personnages qui apprendraient aux femmes à faire l'autopalpation dans le monde. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec Héloïse Henzel. Quand j'ai découvert l'application Keep Abreast et compris les besoins de la fondation, les personnages ont rapidement pris vie dans ma tête. Mes personnages, ils sont vraiment inspirés de la vie réelle. Et disons qu'ils sont un mix de plein de gens que je vois dans la rue, que je croise, de mon entourage. Alors, je crois que j'ai vu les images de l'équipe au Kilimandjaro avant même que la campagne d'octobre soit sortie. Alors, s'il y en a une qui nous surprend toujours, c'est bien Amélie. Et un jour, elle s'est mise en tête de planter le drapeau de Keep Abreast au sommet de l'Afrique. On est parti à 5 fin septembre avec des patientes et des collègues de travail. On avait décidé d'aller hisser le drapeau de l'association Keep Abreast sur le toit de l'Afrique. Franchement, c'était un rêve d'enfant. On est parti, on avait 5 serviettes, on était 5, chacune une serviette avec en image chaque étape de l'autopalpation. On les faisait montrer et hisser par nos guides, c'était hyper fort, les guides se sont énormément investis et visuellement c'était fort sur les photos. J'avais mon personnage en fait avec eux et c'était la première fois que je le voyais dans ces conditions et ça m'a beaucoup touchée de le voir dans ce contexte aussi rapidement aussi. C'était une aventure franchement plus dure que ce que j'avais imaginé. Qui a-t-il vu? C'est toujours la même chose. Allez, go. On a prouvé tout au long de ces jours en fait notre investissement au-delà des frontières pour l'association et c'était vraiment intense.
Les sollicitations pour recevoir du matériel éducatif sont constantes. Donc on en a de plus en plus, on en a en Occident, puisque maintenant c'est démocratisé, mais on en a aussi dans d'autres pays qui n'ont pas de matériel d'information. Et un jour, la présidente de Keep Abreast Europe, Marichou Darigrand, me fait passer une demande du fils d'une de ses amies qui est volontaire dans un hôpital de l'Ordre de Malte, à Elavagnon au Togo, qui nous demande si on peut intervenir pour former les soignants à la palpation mammaire. Et évidemment, moi j'étais super partante. Je trouvais bien en plus qu'on se forme des soignants. Mais il y avait une trentaine ou une quarantaine de soignants à former, parce qu'il y avait les sages-femmes, les infirmières, les gynécos, chirurgiens. Enfin bon, il y avait toute l'équipe en fait médicale de l'hôpital. Et pour le coup, ils avaient tous fait des études un peu pointues. Donc je ne me sentais pas du tout d'aller les former moi-même. Même si je suis infirmière, je suis plus maintenant derrière un ordinateur que sur le terrain. Donc je n'étais pas du tout au fait des choses un peu techniques, quoi. Donc, bien sûr, j'ai demandé à Amélie, j'ai son pote, qui arrivait, elle, du Kilimandjaro, de venir avec nous, avec Marichou, pour sensibiliser l'équipe là-bas. Nous avons l'habillage. Elle a formé 35 personnes du personnel médical de l'hôpital. Ça incluait infirmières, chirurgiens, médecins, sages-femmes. En France, j'avais déjà mené des ateliers et sensibilisé des femmes. Et là, j'ai été énormément touchée parce que j'ai sensibilisé mes pairs. Et leur connaissance était déjà vraiment étendue sur le sujet. Mais leur investissement, leur curiosité m'a vraiment touchée. Et l'aventure a été riche, on a beaucoup ri. C'était vraiment de chouettes moments. On a terminé la mission sur le terrain en accompagnant l'équipe de stratégie avancée en brousse, avec toute l'équipe, avec Marichou. Et là, l'aventure a été vraiment différente encore. On était sur le terrain, on accueillait des femmes avec leurs enfants qui étaient là aussi pour prendre soin de la santé de leurs enfants et qui venaient en fait assister aux causeries. Et c'est lors de ces entretiens, de ces entrevues, de ces causeries comme ils appellent, qu'on a pu sensibiliser les femmes et c'était riche. Avant de partir, avec Amélie, on a discuté avec l'équipe soignante, notamment le docteur Vidjro, qui est toujours d'ailleurs la chirurgienne de l'hôpital. Et moi, je m'attachais à comprendre le parcours en fait, de soins des femmes touchées par telle ou telle maladie, comprendre quels étaient les outils aussi qu'ils avaient, les ressources de l'hôpital, pour essayer d'élaborer un programme pérenne, duplicable, de prise en charge de ces femmes-là ou de sensibilisation de ces femmes-là. On était parti sur un programme de sensibilisation qui est celui qu'on mène depuis 2017 dans les pays d'Afrique subsaharienne, à savoir apprentissage de l'autopalpation. Là, on passait un petit peu à un braquet différent puisque cette fois, on formait des soignants. Et c'était intéressant d'avoir leur perspective, leur retour et également leurs demandes, leur vision pour ce programme-là. C'est difficile pour nous d'imaginer qu'une femme refuse d'être prise en charge parce que si elle a une opération du sein, si elle a une cicatrice, voire si elle n'a plus son sein,
son mari en fait peut partir, peut ne plus être fidèle, etc. Et donc ces femmes, elles souffrent. Et ce qui serait, je pense, le plus difficile pour moi, c'est d'imaginer en fait ne pas pouvoir aller opérer ces femmes si jamais on me le demande. Ça tournait dans ma tête, comme ça tournait sans doute dans la tête des autres. Il y avait beaucoup de questions en fait. Le délai de diagnostic, la prise en charge financière, la prise en charge médicale, l'éloignement des femmes, la barrière de la langue, le tabou. Enfin, là, on était dans le bain. En fait, on avait les problématiques des femmes qu'on connaissait déjà par le travail avec Sam, à savoir les tabous. On avait les problématiques du soin, puisque si on trouvait quelque chose, de toute façon, il n'y avait pas de prise en charge médicale. On réfléchissait un peu chacun de notre côté et ça tournait dans nos têtes. Une fois qu'on suspecte une tumeur mammaire, nous, en théorie, on a besoin d'avoir une échographie, une mammographie, éventuellement une microbiopsie, et ensuite le staff médical se réunit pour établir la stratégie de prise en charge. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment incroyable d'être accueilli comme ça pour mener des actions de prévention ou d'arriver avec des outils de sensibilisation. Mais si on arrive à avoir la confiance d'équipes qui nous aident tout au long de l'année à faire l'autopalpation, à développer l'autopalpation, à démocratiser ça, à délier les langues, et qu'au final les femmes trouvent quelque chose, en fait on fait quoi? Qu'est-ce qu'on leur propose? Ce ne serait pas insurmontable de monter une équipe chirurgicale. Là-bas, une patiente, pour la prise en charge d'une tumeur mammaire, bénigne ou maligne, il n'y a que la chirurgie en fait. Elles n'auront pas accès à la radiothérapie, pas accès à la chimiothérapie. Donc imaginez venir opérer avec une équipe, pour moi, c'est faisable. Moi, je suis persuadée qu'on a un destin, chacun. Et il faut être à son écoute, il faut, pour pouvoir le suivre, le poursuivre. Parfois, il faut faire des sacrifices pour pouvoir y arriver et respecter son destin, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui ne dépend pas de nous. Quand j'ai posé le pied sur le sol togolais, j'ai senti me parcourir un élan de vie, vraiment. Et quand je regardais autour de moi, Marichou, Hugues, Amélie, c'était pareil. On a été unis pendant cette semaine par ce même élan, par cette même aspiration, par cette même énergie. On savait qu'il fallait en faire quelque chose. Et maintenant, on va aller jusqu'au bout. Oh là, rien pas, on est là. Qui doit là-bas?